Je ne m'attendais pas à une telle, en quelque sorte, découverte de moi-même et de ma voix. Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 8. Nous sommes dans la salle du luthier de l'hôpital de jour Revel, situé à Toulon, qui dépend de l'hôpital intercommunal Toulon-la-Seine-sur-Mer. Dans cet épisode, vous entendrez Bastien, Béatrice, Fiona, Guillaume, Hilda, Jérémy, Louise, Martine, Paul et Virginie. il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Marcus Malt afin de lire et commenter des extraits du livre. Le roman de Jim de Pierrick Bailly. Paru aux éditions POL. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Les mots parleurs, c'est une collaboration entre une équipe soignante, des patients de psychiatrie et un romancier. En l'occurrence, nous, on travaille avec Marcus Malt, écrivain de la région. On s'est attelé à choisir 3 titres parmi la liste des livres qui étaient proposés. On en a choisi un avec les patients. le roman de Jim de Pierrick Bailly. Que nous avons tous lu chacun de notre côté. Puis ensuite, on a eu des séances pour s'entraîner à lire à voix haute des passages. Avec l'intervention de Marcus Malt, nous avons lu des passages qui résumaient le livre. Et on a tous lu les uns après les autres et on a tous concordé que c'était bien. Ça nous a plu. on a fait 2 séances d'entraînement, puis après on a fait un enregistrement là-dessus. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile parce que c'est plus facile de lire chez soi à la maison, à voix basse, qu'à voix haute. C'est un moyen de nous découvrir tous et de découvrir les patients et de découvrir Marcus Malt aussi qui nous a guidés par rapport à son découpage parce qu'on n'a pas forcément le même découpage lorsqu'on lit. On a les chapitres du livre, mais lui l'a découpé pour que ça fasse une suite logique en fait, pour qu'on puisse comprendre. On s'est rendu compte qu'il fallait prendre le temps de parler, d'avoir une bonne élocution et puis de comprendre le passage également qu'il nous était donné de lire. c'était la première fois qu'on faisait l'expérience d'entendre notre voix, de lire ensemble, de se donner la réplique. Et là, vraiment, on était tous au même niveau de travail. C'était un vrai travail. Et ça a été très intéressant. Je pense que ça a été formateur pour tout le monde. Le roman de Jim de Pierrick Bailly. Ok, ça tourne. Florence est partie de chez elle à 17 ans, sans aller au bout de son BEP optique-lunetterie. Elle n'en avait rien à foutre des lunettes. Elle s'ennuyait à l'internat et elle n'était proche de personne dans sa classe. Martial était un peu plus âgé qu'elle et le jour où il lui a parlé de cette idée de quitter la région et de vivre dans le camion, elle a voulu la mettre à exécution dès le lendemain. Et c'est pratiquement ce qu'ils ont fait. Pendant près de 15 ans, ils se sont baladés dans toute la France au gré des chantiers de Marty, qui avait validé son CAP, lui, un CAP tailleur de pierre, grâce auquel il bossait à la réfection de sites classés et de monuments historiques. Cette histoire a duré 15 ans, au bout desquels Flo et Marty ont décidé de se séparer. Parce que trop d'affrontements, mais aussi trop d'alcool, trop de défonces, trop de folie de part et d'autre. Ça s'est fait d'un commun accord, ça leur semblait une évidence à tous les deux. Ils savaient qu'en restant ensemble, ils finiraient par s'entretuer. Et par le faire vraiment. Ce n'était pas une façon de parler. Et Florence a fini par rentrer au bercail. Ça lui a fait plaisir de revoir ses parents, de les retrouver, de remettre les pieds dans la maison de son enfance et dans cet environnement qu'elle avait fui à l'adolescence. Au bout de ces 5 mois, elle s'est décidée à bouger. Mais cette fois-ci, elle n'a fait qu'un saut de puce. Elle a trouvé un boulot de caissière à Saint-Claude, où elle a loué un petit appart dans le centre, rue du Pré, en face d'un magasin d'instruments de musique. C'est à cette époque que je l'ai croisée pour la première fois, au boulot, à Casino. Avec son look et ses piercings, une dizaine sur les 2 oreilles, plus la lèvre et le menton.
Elle détonnait au milieu de ses collègues. Elle semblait surtout moins mémère, moins madame, moins adulte que certaines, qui étaient pourtant plus jeunes qu'elle. Malgré la différence d'âge, on s'est bien entendu. On aimait se voir et discuter 5 minutes en buvant notre café. Elle m'impressionnait, je crois. Je la trouvais attachante, peut-être même un peu fascinante. On a dû causer 3 ou 4 fois cet été-là, pas plus. L'été suivant, j'ai été affectée ailleurs, sur d'autres missions, en usine. Je n'allais pas faire mes courses à Casino, ce n'était pas mon secteur. Et puis de toute façon, j'avais ma vie à Besançon, ma vie d'étudiant, et puis ma vie amoureuse. J'avais Jenny. Si bien que le souvenir de Florence s'est vite étiolé. Je n'ai pas beaucoup repensé à elle au cours des années qui ont suivi. J'avais d'autres préoccupations. Attendez que je fasse le compte. 7 ans, c'est ça, oui. Le temps qui s'est écoulé entre cette première rencontre et nos retrouvailles. 7 ans plus tard, donc. C'était après un concert à la Fraternelle. On avait chacun un gobelet en plastique dans la main et elle portait un grand manteau. Alors je n'ai pas tout de suite remarqué qu'elle était enceinte. Elle me souriait. Elle était contente de me voir. Et elle s'est montrée sincèrement surprise d'apprendre que j'avais arrêté mes études prématurément. Pour éviter qu'elle me cuisine de trop sur mon parcours, je lui ai très vite renvoyé la balle. « Et toi alors ?» Et c'est là qu'elle a ouvert son manteau et que j'ai découvert son bidon arrondi. Elle venait d'entrer dans le 6e mois. C'était sa première grossesse et probablement sa dernière, puisqu'elle venait d'avoir 40 ans. Elle vivait seule. Elle expédiait la question en une phrase simple et sèche. Il n'y a pas de père. Le lendemain, j'ai appelé Romu et je lui ai tout raconté. Qu'elle ait 15 ans de plus que moi, ça elle s'en foutait. Mais qu'elle soit enceinte, il n'en revenait pas. Mec, t'as couché avec une femme enceinte? Ça t'a pas gêné qu'elle soit enceinte? Je veux dire, le ventre, ça t'a pas gêné? Tu l'as touché, son ventre? T'as osé poser les mains dessus? Et tu l'as senti, le bébé? Il t'a donné des coups? Quand je sentais le bébé bouger à l'intérieur, j'interprétais toujours ses mouvements contre moi, comme s'il cherchait à me frapper, à me repousser, qu'il me demandait de le laisser tranquille et de me mêler de mes oignons. Ça faisait marrer Florence, et elle me rassurait. Mais j'insistais. Je te jure, je suis le spécialiste des plans foireux, des plans bizarres. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression de les attirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je me laisse toujours embarquer dans des histoires compliquées. Et elle avait son idée sur la question. Elle me disait c'est parce que t'es gentil. Les gens méchants, il ne leur arrive jamais rien. Les gens méchants sont seuls. Je trouvais ça complètement con comme idée. J'étais en train de tomber amoureux d'une femme enceinte de 6 mois. Est-ce que ça aussi c'était parce que j'étais trop gentille? Moi aussi, je suis partie de chez mes parents à 17 ans. Comme Florence aussi, je suis parti avec ma copine de l'époque, et les points communs entre nos 2 histoires s'arrêtent là. Ma copine à moi n'était pas rock'n'roll pour un sou. On sortait ensemble depuis la 3e. On formait un petit couple posé, mignon, sérieux, tellement fusionnel que les autres nous voyaient vivre ensemble jusqu'à la maison de retraite. On s'est donc inscrit en fac de psycho à Besançon. Tant que Jenny était à mes côtés, tout le reste m'était égal. Je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. Ça me semblait trop tôt, et puis ça m'intéressait pas. Je m'en foutais. Je savais juste que je n'avais pas l'intention de devenir psychologue, ni même instituteur. Quand on me posait la question, la seule idée qui me venait, c'était photographe. Au bout de la 3e année, Jenny a commencé à exprimer des doutes et des envies d'ailleurs. Elle y est allée plutôt en douceur, si bien que les premières fois qu'elle a abordé le sujet, je ne m'inquiétais pas le moins du monde. Jenny m'a quittée au début de l'été. Je n'arrivais même pas à lui en vouloir. J'en parlais beaucoup avec ma sœur et je n'en voulais même pas à moi-même. Je n'en voulais à personne. C'est ça qui était horrible. Je n'avais rien ni personne sur quoi diriger mon désarroi. J'étais juste perdue. Je n'avais rien à quoi m'arrimer. Ma seule bouée, c'était Aurélie, ma sœur de 4 ans de moins que moi, encore au lycée. À la fin de l'été, je suis resté chez mes parents, où j'avais retrouvé ma chambre d'adolescent. Ça aussi, je ne l'avais pas vu venir. Retour à l'envoyeur. J'ai donc laissé tomber la fac. L'amiante était encore très présente dans nos campagnes à cette époque. On le trouvait essentiellement dans les plaques de fibrociment en couverture de toit, sur des bâtiments professionnels type usine, exploitation agricole,
concessions automobiles, mais aussi sur des hangars, des abris de jardin, des garages, des poulaillers. Quand un particulier se piquait de réaménager ou même de démolir une de ces petites constructions, il se heurtait toujours à cette même question, que faire de ce putain d'amiante ? L'idée de Titi et Odile avait été de s'inventer des amianteurs à des prix défiant toute concurrence. Il arrivait que les toitures soient démontées par les clients eux-mêmes. Quand ce n'était pas le cas, on s'y prenait de la façon la plus classique qui soit, à la disqueuse et au marteau de charpentier. On ne portait pas de masque de protection, comptant sur le vent pour disperser les fibres. Notre seule crainte, c'était d'être repéré par l'inspection du travail, et c'est pourquoi on n'acceptait de bosser qu'à l'abri des regards, donc à l'écart des routes passantes derrière les maisons. Je n'ai jamais su qui nous a balancés. Mais la question n'avait pas vraiment d'importance. Lors de la garde à vue, j'ai tout de suite quitté mes habits de gangster. J'ai vite compris que ça n'arrangerait pas mon cas de nier ou de raconter des conneries. De toute façon, j'étais trop paniqué pour continuer à jouer la comédie. Le procès s'est tenu 5 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. J'ai pris 18 mois ferme et j'en ai fait 12, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône. Au 7e mois de grossesse, Florence a arrêté de travailler. Normal. Sauf qu'elle n'y retournerait pas à la fin du congé maternité. C'était prévu. Elle quittait l'hôpital d'Oyonnax pour rejoindre celui de Saint-Claude. Elle voulait surtout s'éloigner du père biologique, car il existait, bien sûr. Jusqu'au 7e mois, elle le croisait presque tous les jours. Christophe était aide-soignant et bossait dans le même service qu'elle. Ils avaient eu une histoire pendant plus de 2 ans, sans qu'aucun de leurs collègues n'en sache rien. Il était marié et avait 2 enfants. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il avait flippé et lui avait assuré qu'il ne quitterait pas sa femme pour elle. La situation n'était pas banale pour moi, mais c'était ce qu'il me fallait. Il me fallait du lourd, il me fallait une histoire dense, une aventure, comme elle disait, pour recouvrir les 2 années qui venaient de s'écouler et remiser la prison au rang des vieux souvenirs. Florence a fini par me présenter sa mère. Chez elle, aux 3 Cheminées. Monique vivait seule depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt, et le frère de Florence habitait à Strasbourg. Alors c'était toujours sa fille qui intervenait en cas de pépin. Une bonne demi-heure de voiture pour atteindre le village éclaté de Bellecombe. Pas une maison à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre. Bernard, avec l'aide de Florence et d'amis bricoleurs, avait transformé les dépendances de la ferme en gîte. 2 logements qui avaient plutôt bien tourné les premières années, du moins en période de vacances. Puis on avait diagnostiqué à Bernard un cancer du pancréas, un truc fulgurant. Il était parti en 6 mois. Monique et Florence avaient pris le relais pour les locations. Florence gérait les réservations et Monique s'occupait de l'accueil et du ménage. Ce livre parle d'un homme gentil, trop gentil, et qui souffre. Pour moi, ça parle de relations entre humains et de la relation d'un père avec son fils, d'un père adoptif. Et ça touche un peu à tout le monde et à tous ceux qui ont une famille qui a été recomposée, et au changement derrière. Tout le monde à la maternité me prenait pour le papa. Et ça a été la même chose à la pharmacie, où je me suis pointé avec une ordonnance à rallonge, et on m'a demandé si c'était mon premier enfant. Je n'ai pas osé dire que ce n'était pas le mien. Les choses se sont assez vite arrangées de mon côté. Je ne peux pas vraiment parler de déclic, mais le fait est que l'indifférence, c'est peut-être un peu extrême, mais disons la gêne. Voilà, la gêne s'est rapidement dissipée, pour laisser place à un sentiment beaucoup plus tendre, beaucoup plus attentionné. Je me suis mis à être touché par ce petit bonhomme qui changeait de jour en jour. Je me suis mis à être passionné par son évolution, justement. Il existait à mes yeux. Je gardais une forme de distance, mais ce n'était plus de la gêne, plutôt de la pudeur. On prenait le temps de s'apprivoiser l'un l'autre. On faisait connaissance. Tout ça pour dire que l'arrivée de Jim ne nous a pas du tout éloignés. De toute façon, il avait toujours été là. Il n'y a presque pas eu d'avant et pour lui aussi, j'avais été là. Maintenant, il m'appelait papa. D'ailleurs, il ignorait que je n'étais pas son père.
Florence ne se voyait pas lui révéler la vérité avant qu'il ait eu au moins 6 ou 7 ans. Ça me paraissait très loin. Je n'étais pas pressée que ça arrive. Quand je parlais avec ma sœur ou avec mes potes, je prétendais l'aimer comme si c'était mon fils. Je voulais bien croire que la formule était un peu creuse, mais ce que je ressentais pour lui était tellement fort que je ne voyais pas comment ça pourrait l'être encore plus. Je continuais à alterner entre des missions d'intérim et quelques CDD courts. Jamais de plus de 3 ou 4 mois. Il y a une boîte où je suis restée un peu plus longtemps, c'est chez Permacérap. Un jour où j'étais de l'après-midi et que je suis arrivée à la maison un peu avant 22h, il y avait un type dans le salon, un type que je n'avais jamais vu. J'ai tout de suite perçu une tension. J'ai senti que ce n'était pas un type banal, genre un ancien copain de classe ou un cousin lointain dont Florence m'avait à peine parlé. Il avait tellement une sale dégaine et une sale tronche que j'ai pensé à son tailleur de pierre. Je me suis dit, c'est lui, c'est le premier amour qui ressurgit. Flo avait une tête de 3 km de long. Elle m'a invitée à m'asseoir et je me suis posée dans mon petit fauteuil en gardant le sourire, en jouant le mec parfaitement décontracté après ses 8 heures de boulot. Au centre de la table basse, il y avait 2 bouteilles de vin, dont l'une était vide. Émeric, je te présente Christophe. Christophe. Ah merde, Christophe. Ce n'était donc pas le tailleur de pierre. Elle a pris une grande inspiration et toujours avec la même gueule d'enterrement, elle m'a annoncé ce qu'il venait de lui apprendre. 6 mois plus tôt, Christophe avait perdu sa femme et leurs 2 enfants dans un accident de la route. Il est revenu nous voir plusieurs fois au cours des semaines suivantes et je n'étais jamais au courant de ses visites. Je rentrais du boulot, il était là, dans la cuisine enfumée, en tête-à-tête avec Florence. Elle m'expliquait que ça lui faisait du bien de parler avec des gens qui n'avaient pas connu sa femme et ses enfants, mais des gens qui n'étaient pas totalement nouveaux non plus. Il n'était jamais question de Jim, il ne cherchait jamais à savoir quoi que ce soit, il ne lui adressait presque pas la parole. On n'avait pourtant pas besoin de ça, mais le retour de Christophe me poussait à être encore plus présent avec lui. L'instinct du père adoptif, on va dire. Hormis la bande autour de Cécile, les autres ne savaient pas qui était Christophe par rapport à Jim. Avec Christophe, j'essayais de me comporter de la manière la plus douce et détendue possible. Je ne montrais rien. Je faisais comme si sa présence ne me dérangeait pas, comme si tout était normal. Je n'avais jamais vécu une présence aussi pesante. Depuis qu'il était là, je me promenais avec un rocher en lévitation, à 10 cm au-dessus de la tête, qui menaçait de lâcher à tout moment. Le rocher grossissait de jour en jour. J'ai fini par en parler à Florence. Elle m'a répondu qu'elle voulait lui faire une place, qu'elle voulait l'aider. Elle avait bien conscience que c'était dur pour moi, mais elle ne se voyait pas lui refuser ce droit. Cette possibilité, enfin, de faire connaissance avec son fils. Avec son fils. Oui, bon, avec Jim. Donc avec mon fils. Ton fils, notre fils, oui. Tu dis notre fils, mais tu considères que c'est notre fils à tous les 2 ou à tous les 3? À tous les 2, oh, mais bon, sans Christophe, Jim ne serait pas là. On a essayé. On a essayé de vivre tous les 4 sous le même toit, même si Christophe retournait de temps en temps chez lui à Oyonnax. On y allait prudemment, on avançait à tâtons, comme disait Flo. Même si parfois j'avais l'impression qu'on évoluait carrément les yeux bandés. Les yeux bandés et la bouche cousue. Je me demande encore comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps, parce que ça a duré plus de 6 mois cette histoire. Christophe ne nous lâchait plus. J'ai pété un plomb. Je ne voulais pas craquer. Je ne voulais pas me calmer. Je ne voulais pas m'asseoir sur le tabouret en bois en face d'elle. Je voulais juste que tout ça se finisse. Je n'en pouvais plus de cette crispation permanente, de ces rapports bidons, de ces faux sourires, de ces fausses attentions, de ces fausses paroles, de cette fausse bienveillance. Tout était faux entre nous, tout était devenu fake, comme on dit aujourd'hui. Tout était devenu forcé et artificiel. Cette histoire reposait sur un grand mensonge et ça ne pouvait plus durer. Il fallait que ça explose, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ce livre parle de l'amour d'un père envers son fils, même s'il n'est pas biologique. C'est l'histoire le personnage principal qui est Émeric, qui fait la rencontre d'une femme qui est enceinte.
Il reste en couple avec cette femme et il élève ce fils qui n'est pas le sien. Et un jour, le père biologique de l'enfant réapparaît dans leur vie. Alors Florence a recommencé. Elle a fait des phrases encore plus simples. Elle a répété que son vrai père, ce n'était pas moi, mais Christophe. Mais que Christophe avait une autre famille, d'autres enfants, et qu'il avait refusé d'assumer ce rôle de père auprès de lui. Et comme Émeric est entré dans ma vie, quand j'étais encore enceinte de toi, c'est lui qui est devenu ton père. Mais aujourd'hui, c'est qui mon père? Et on a eu bien du mal à lui répondre. Florence en voulait de n'avoir pas su anticiper la situation. Et elle se disait que c'était de sa faute, qu'elle aurait dû trancher, qu'elle aurait dû faire un choix et poser les choses plus tôt. On avait essayé, très bien. On avait essayé d'inventer une manière de vivre ensemble, tous les 4, en faisant une place à la maman et aux 2 papas. Et c'était plutôt une belle idée. C'était sans doute la manière la plus intelligente de s'y prendre. Mais il fallait se rendre à l'évidence que ça ne marchait pas. Tu sais, ça fait un moment que c'est plus grand amour. On s'entend très bien tous les deux, on discute, on rigole, mais la vérité c'est qu'on reste ensemble à cause du petit. J'avais l'impression de le formuler pour ma sœur autant que pour moi-même. C'était la première fois que je lui en parlais, mais aussi la première fois que je parlais du côté dépassionné de ma relation avec Flo tout court. C'était la première fois que je posais des mots dessus, comme si jusqu'ici je n'avais pas osé me l'avouer. Quand je suis rentrée à Bellecombe, dès qu'on a eu un moment tous les deux, j'en ai parlé à Florence. Cette sensation d'éloignement était évidemment réciproque. Et on est vite arrivé à la conclusion que vivre ensemble, aujourd'hui, relevait plus d'un vague principe de responsabilité que d'une nécessité intime. Il n'y avait pas de conflit, pas de désaccord majeur. Ce n'était pas tout à fait contre Florence. Ce n'était même pas uniquement à cause de Christophe. C'était une rupture aussi bizarre que l'avait été notre histoire finalement. À Lyon, on en profitait aussi pour voir Charlotte, sa copine de Bellecombe, qui habitait ce fameux quartier de la Croix-Rousse où je ne mettais jamais les pieds. On se retrouvait en général au parc de la Tête d'Or, avec ses manèges, ses vendeurs de churros, ses serres tropicales et surtout son zoo, où Charlotte et Jim se sont pris d'affection pour un vieux singe nommé Lulu, une femelle gibbon âgée de plus de 55 ans, qu'on allait saluer à chaque visite. On va voir Lulu. Allez, on va dire bonjour à notre Lulu. C'est chez Paul que j'ai fait mes premières rencontres en dehors du cercle d'amis de ma sœur. La première fille avec qui ça a duré plus d'1 semaine s'appelait Laetitia. C'est la première fille que j'ai présentée à Jim. Je me le suis autorisé parce que je venais d'apprendre que Florence et Christophe s'étaient mis, ou plutôt remis ensemble. Ce qui ne m'a pas dérangé plus que ça, je m'y étais préparé. En me l'annonçant, Florence m'a pris dans ses bras et m'a même embrassé. C'était n'importe quoi. Je mentirais si je disais que c'était le grand amour avec Laetitia. On pouvait rester plusieurs jours sans se donner de nouvelles, et ça ne nous posait aucun problème. À chaque fois qu'on passait 1 semaine sans s'appeler, je pensais que c'était fini. Et je me disais qu'il faudrait prévoir un dernier verre pour officialiser la rupture. Et puis finalement, on se revoyait, et on couchait ensemble. Et ce n'était pas si mal. Ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'elle m'annonce avoir rencontré quelqu'un à qui elle voulait donner pleinement sa chance. C'était à une soirée chez son collègue Maxime et j'apprendrai la semaine suivante que cette personne était une femme. Je continuais à passer quelques journées et soirées à Bellecombe. Je commençais à me faire à ce statut bizarre de parrain, ce statut un peu au rabais, c'est vrai. Mais tant que Jim se sentait plus à l'aise avec moi qu'avec son vrai père, et plus joyeux et plus animé, et puis tant qu'il était plus attaché à moi qu'à Christophe, je voulais bien m'en contenter. Je pensais que ça allait durer comme ça pendant des années, jusqu'à ce qu'il vienne faire ses études à Lyon. Encore une fois, j'ai péché par naïveté. Je ne m'y attendais pas 1 seconde, quand un midi, chez eux, à table, Florence m'a annoncé leur intention de partir. Comment ça, de partir ? Eh bien voilà, ils voulaient changer de vie, du moins de cadre de vie. Ils avaient réfléchi, et ils en avaient beaucoup parlé tous les deux, et ils pensaient qu'il était nécessaire pour eux de tourner une page, d'inscrire leur histoire dans un nouvel environnement, et même de la recommencer sur d'autres bases.
Il sentait que le moment était venu, et Christophe avait un ami d'enfance qui vivait depuis 20 ans à Montréal. Et leur idée était de le rejoindre, d'aller s'installer là-bas. S'installer à Montréal? Ce livre pose la question de qui est le père, celui qui élève ou celui qui met au monde. Moi, je dirais que c'est l'histoire d'une personne qui vit des rencontres, qui vit des histoires, et on suit un peu tous ces petits personnages au fil du temps et de leurs aventures, et ça parle de communication et de relations familiales et humaines. Dernier bisou, dernier je t'aime mon grand, tu vas me manquer terriblement. Dernier au revoir de la main et dernier mouchoir de mon paquet que je gardais froissé au creux de ma main, au fond de ma poche, pendant que le tram rouge filait vers l'aéroport maintenant. Et comme je prenais le boulot dans une demi-heure, j'ai rejoint le grand hall de la gare et je me suis assis au milieu des gens accrochés à leurs valises. Il ne restait qu'un mois avant que j'aille les voir et on ne s'appelait plus qu'une fois par semaine. Il y a eu cette histoire de déménagement. Ils ont changé d'appartement et Florence prétendait ne pas connaître par cœur sa nouvelle adresse et me promettait de me l'envoyer par écrit et je ne recevais jamais rien. Quand je lui demandais de me passer Jim, ce n'était jamais possible. Il était sans arrêt invité à manger chez des copains de classe. Tu sais, on ne le voit pas beaucoup. Il est toujours à gauche, à droite. Parfois, c'est une maman qu'on ne connaît même pas qui nous appelle en fin de journée pour qu'on vienne le récupérer. Et puis, cette nouvelle adresse qui n'arrivait toujours pas, et toujours aucun signe des billets d'avion. Je vais te les envoyer demain. Et pourquoi pas aujourd'hui alors? Je te les envoie ce soir, promis. Mais je sentais rien qu'au son de sa voix qu'elle ne le ferait pas. Rien qu'à sa manière de me parler, je comprenais qu'elle n'était pas sincère, qu'elle jouait avec moi, qu'elle se foutait de ma gueule, qu'elle me menait en bateau. Le jour de mon départ pour Montréal a fini par arriver. Le numéro de Florence a fini par ne plus être attribué. Je me contentais de leur envoyer des mails. Et Antoine et ma sœur me conseillaient d'arrêter de les harceler. Qu'un mail de plus ou de moins n'y changerait pas grand-chose. Je ne les ai pas écoutés, et j'ai bien fait, puisque j'ai fini par recevoir une réponse. De Florence. Quelques lignes pour dire qu'elle comprenait ma détresse et qu'elle s'en voulait de m'infliger ça, mais qu'elle avait dû faire un choix. Que c'était pour le bien de Jim et pour leur bien à tous les trois. Et qu'il fallait vraiment que j'arrête de chercher à les joindre et qu'il fallait que je tourne la page, que je les laisse entre eux, que je les oublie. Et elle terminait en s'excusant, puis en s'excusant de s'excuser puisqu'elle se doutait que ça m'agacerait, mais elle était certaine que le temps me permettrait d'accepter et que je réussirais à me reconstruire. Mais quelle horreur! Que je réussirais à me reconstruire et pourquoi pas à rebondir tant qu'on y était. J'avais la haine, ça pouvait se comprendre. Je ne me voyais pas lâcher l'affaire. Je n'avais pas du tout l'intention de me rendre. Je me disais que j'allais prendre l'avion et que j'allais débarquer chez eux à l'improviste. Je me disais que je pourrais même m'installer là-bas. J'emménagerais juste à côté de chez eux et je ferais comme si de rien n'était. Ça m'aidait à ne pas sombrer totalement, du moins les premiers temps. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais Laurent, le directeur, a fini par se rendre compte que ça ne tournait pas rond, et je lui ai tout avoué, jusqu'à en arriver à la conclusion que je n'avais plus d'énergie, que j'étais vidé et que je ne pouvais plus venir bosser. Jim me hantait jusque dans mes rêves. Une nuit sur deux, je rêvais de lui ou de Florence, ou bien de nous trois. Une situation toute simple à Bellecombe, dans le jardin fleuri, avec la silhouette de Monique en arrière-plan. Ce livre raconte l'histoire d'un père adoptif pour son fils, voilà. Les relations entre l'adoption, entre un père et un fils. En fait, ce livre raconte surtout une histoire d'amour, en fait. Il découvre l'amour à travers la femme qui est enceinte, qu'il continue à aimer, et surtout, il aime son fils plus que tout le monde, en fait. Donc, il se bat pour retrouver son fils à tout moyen, quoi, pour tout moyen. Trois ans ont passé avant que je commence à refaire surface. 3 ans à mariner dans mon bocal. 3 ans sans aucune nouvelle de Jim. Je revoyais quelques potes du Jura, des types qui sont restés dans la région et qui n'en partiraient pour rien au monde.
ce que j'arrivais très bien à comprendre. J'ai même réussi à trouver la force d'intégrer la petite foule d'amis de ma sœur dans son salon pour une longue nuit à boire et danser jusqu'au lendemain matin. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivia. Elle était prof de français au lycée Paul Painlevé et faisait les trajets en voiture tous les jours, en partant parfois à 6h du matin. Elle était bien à Lyon et n'avait jamais envisagé d'aller vivre à Oyonnax, même si elle n'avait rien contre la campagne, puisqu'elle avait grandi en Savoie. Elle avait 2 ans de plus que moi, ce qui lui en faisait 40. Et je lui aurais donné moins si on m'avait posé la question, et je lui en aurais donné plutôt 35. Mais il fallait que j'arrête avec Jim. Je réalisais que les meilleurs moments que je passais avec Olivia étaient les moments où il n'existait pas. Il fallait que je l'oublie, il fallait que je l'efface de mes souvenirs. Mes potes étaient presque tous en couple, avec des enfants. D'un côté, je n'enviais pas leur vie, et d'un autre côté, quand je me retrouvais tout seul dans mon studio à Lyon, je ne me sentais plus trop à ma place. Si ce n'est pas trop grotesque de le dire comme ça, je crois que je redevenais peu à peu un gars du Jura. Un gars de la campagne, quoi. Je me rendais compte que la nature, et cette nature-là en particulier, comptait beaucoup pour moi. Je connaissais Olivia depuis un peu plus de 2 ans quand le grand-père de Greg, un copain avec qui j'avais bossé chez Perma-Serap, a cassé sa pipe. C'était un ancien paysan et il possédait en plus de sa ferme une petite baraque dont il n'avait jamais voulu se défaire dans le village de Prénovel. Ça se vendait au prix d'une ruine, 10 000 €. J'en ai parlé le soir même avec Olivia. J'étais comme un fou. Et c'est ce qui l'a poussé à m'encourager. Pas tant le projet en lui-même que l'effet qu'il produisait sur moi. Ça s'est fait à toute vitesse. 2 semaines plus tard, je signais le préavis. Et je n'ai attendu que le double de temps pour avoir les clés. Mon genre à moi, c'était d'accepter, c'était d'y aller, c'était de dire oui. C'était peut-être une preuve de faiblesse, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je lui ai écrit, sans en faire des caisses. Je suis restée sobre, mais je lui ai dit que je voulais bien, oui, que je voulais bien la revoir. Et je lui ai demandé si Jim était avec elle. On est à Paris cette semaine et on doit venir dans le Jura la semaine prochaine. Je pourrais faire un saut à Lyon si tu es toujours là-bas. La veille du rendez-vous, Florence m'a envoyé un message pour préciser que non, Jim ne serait pas avec elle. Je venais d'avoir 40 ans, elle en avait donc 55. J'avais l'âge qu'elle avait à la naissance de Jim. Lequel Jim avait aujourd'hui exactement notre différence d'âge, à Flo et moi, 15 ans. Elle m'a remercié de lui avoir répondu. Elle n'osait même plus s'excuser tellement elle avait conscience d'avoir été brutale et cruelle. Mais je devais comprendre, Jim allait tellement mal. Elle avait eu tellement peur de le perdre. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je comprenne. Alors on a eu cette idée de couper. On en a parlé à quelques personnes autour de nous qui nous ont tout encouragés à aller dans ce sens-là, au moins à tenter le coup. On voulait essayer de sauver Jim, tout autant que notre histoire à tous les deux. C'était un essai, une tentative, enfin tu me connais. On ne savait pas ce que ça allait donner, mais voilà, on a eu cette idée. On a dit à Jim que tu ne voulais plus venir et que tu ne voulais plus le voir. Et puis voilà, comme tu peux l'imaginer, ça a fini par porter ses fruits. Il s'est rapproché de nous de manière stupéfiante. Il s'est rapproché de Chris, ça nous a fait un bien incroyable. Il a rejeté tout ce qui le ramenait à toi. On l'a inscrit à des cours de guitare. Ça fait 5 ans qu'il fait de la guitare. Il est très bon. Il en joue aussi bien qu'il jouait au foot. Depuis 2 ans, il a un groupe avec des copains de sa classe. Il compose. Il écrit même des textes, tout en anglais. L'autre jour, il a écrit une chanson qui s'appelle « The First Father », l'histoire d'un garçon dont le père s'est enfui. C'est devenu un sacré petit mec. Tu veux que je te montre une photo ? J'étais tendu, j'avais du mal à respirer. J'étais voûté sur ma chaise, je me sentais écrasé. J'ai essayé de me redresser, j'ai avalé une gorgée de bière. J'ai secoué la tête et je lui ai dit que je ne voulais pas voir de photos. Non. Une semaine plus tard, j'ai écrit à Florence pour lui dire que j'espérais qu'un jour, elle lui apprendrait la vérité. Je n'ai pas obtenu de réponse. Son compte Facebook n'existait plus. Elle avait peut-être rebloqué mon numéro de téléphone. Je me retrouvais comme 5 ans auparavant, à barboter dans l'incertitude et à me contenter d'hypothèses. À me demander s'il ne fallait pas que je prenne un avion pour le Canada,
et à ne rien faire dans ce sens-là, à me sentir incapable, à m'en vouloir d'être aussi empotée, à appeler ma sœur tous les 2 jours. C'est elle qui m'a convaincue d'en parler à Olivia. Je lui ai tout dit, je lui ai tout raconté, elle ne l'a pas trop mal pris. J'étais content qu'elle ait conscience de l'existence de Jim. Ce livre parle de la relation entre Emmerich et Jim, qui sont comme père et fils, bien qu'ils ne partagent pas le même sang. Au village, on me donnait du boulot, on me passait des commandes. Dès qu'on avait besoin de moi, on venait me voir, comme si je tenais une permanence, comme si j'avais un magasin. Ce jour-là, j'étais seul à la maison. On était au début du mois de juillet. En découvrant la jeune femme qui avait sonné à ma porte, j'ai pensé à une sollicitation de ce genre, ou bien à un rendez-vous qui m'était sorti de la tête. Bonjour, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Alors je me suis dit que ce devait être une ancienne cliente, un mariage qui remontait déjà à quelques années. Je suis Charlotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. On se voyait à Bellecombe et aussi à Lyon. Je suis la fille de François et Caroline. Elle m'a appris que Jim passait l'été en France, à Grenoble, chez elle, et qu'il était tout seul, sans ses parents. Elle a ajouté qu'il avait trouvé mon adresse sur Internet, sur le site des Pages Blanches. Et puis elle m'a dit qu'il aimerait me voir. Je ne dormais pas très bien. On ne parlait plus que de ça avec Olivia. C'était devenu notre feuilleton. On n'en pouvait plus d'attendre, on voulait connaître la suite. Comme elle s'était installée à la maison pour l'été, elle était là quand il s'est enfin présenté, plus de 2 semaines après la visite de Charlotte. C'est même elle qui l'a fait entrer. Je me suis arrêtée dès que je l'ai vu. Je n'osais pas m'approcher. J'avais l'impression d'un éboulement dans mon corps. Tous les organes qui se décrochaient un à un. Mon Jim. Il m'a lâché un petit sourire et j'ai pas pu me contrôler. Je me suis effondrée. Les poumons, le foie, les os, tout se fracassait au fond de mes chaussettes. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est lui qui m'a pris dans ses bras. On est resté comme ça pendant au moins 3 minutes, peut-être plus, peut-être 10 en réalité. Je le serrais fort contre moi et je l'entendais renifler. Je répétais « Mon Jim, oh mon Jim, c'est pas possible ». Il a dormi à la maison et il est reparti le lendemain en fin de matinée. On a échangé nos numéros de téléphone. Je lui ai dit que j'avais très envie de le revoir. Et si j'invitais Jim aux Nuits Sonores, le festival électro de Lyon? Je lui ai proposé d'aller prendre une autre bière et on a laissé Olivia et ses potes en plan et on a quitté la salle, le hangar, la halle, comme ils appelaient ça. Je suis revenu sur mes pas. Il était planté au milieu de la foule et ne bougeait plus. Je vais y aller, je vais rentrer. Qu'est-ce qui se passe, Jim? Je suis pas bien. Comment ça, t'es pas bien? Je ne lui avais jamais vu cette tête, comme s'il était en colère. J'ai pas envie de ça, j'en ai marre. C'est trop tard. C'est trop tard, Emmerich. Tu cherches à corriger tes erreurs, mais le mal est fait. Tes invitations, toutes ces attentions, c'est gentil. Mais fallait y penser plus tôt, fallait réfléchir avant. Tous ces cadeaux, j'aurais voulu que tu me les fasses quand j'étais en âge de les recevoir. Je suis heureux de ces retrouvailles. J'en parle tout le temps avec Charlotte. Et elle me dit à quel point elle me trouve changée depuis qu'on se revoit. Mais je t'en veux. Je ne peux pas ne pas t'en vouloir. Je n'arrive pas à te pardonner. Je ne peux pas te pardonner aussi facilement. Faut qu'on arrête de se voir. C'est trop dur pour moi. Il est reparti en direction de la grande halle. Il marchait lentement et on l'a suivi. Olivia me parlait mais je n'entendais rien. Le son m'était insupportable. J'ignore combien de temps ça a duré. Peut-être 5 minutes, peut-être 2, peut-être 30 secondes seulement. J'ai entendu « il est là ». J'ai rouvert les yeux et Olivia et Jim étaient devant moi. Elle s'est mise à me crier dans les oreilles. Ça suffit maintenant, tu lui dis. Et en s'adressant à Jim, tout en criant aussi. Tu ne sais pas tout. Quand je me suis approché de lui, j'ai tout de suite senti qu'il était prêt à m'écouter. Jim, il faut que tu saches. Aurélie nous a rejoints et c'est Olivia qui lui a tout expliqué. Puis ma sœur est venue nous enlacer, Jim et moi. Visiblement, elle était encore bien perchée. On a quitté le site des anciennes usines Fagor tous les 4. Les yeux piquaient un peu, les oreilles sifflaient. J'avais l'impression de dériver lentement.
Je n'entendais plus rien, je n'étais plus vraiment là. En arrivant au niveau du pont Gallieni, j'ai été pris d'un frisson et je me suis effondrée. Quand je suis revenu à moi, une dizaine de personnes m'encerclaient sur le bitume, des têtes que je ne connaissais pas et d'autres qui m'étaient plus familières. Aymeric, t'es là? Tu nous entends? T'es avec nous? Est-ce que Jim... Ça va, il parle. C'est Olivia, regarde-moi. Combien de doigts, Aymeric? Je veux voir Jim. Allez, Aymeric, combien de doigts? Mais arrête avec ça, enlève ta main, toi. Écartez-vous, laissez-le tranquille. Faut lui donner de l'eau. Quelqu'un a une bouteille? J'ai un fond de coca. Super. Tu veux du coca? Je veux voir Jim. Jim? Il est juste derrière toi. Calmez-vous, oh, c'est pas un spectacle. C'est qui l'abruti qui m'a poussé? J'avais l'impression de m'extraire d'un rêve tenace, mais ça ne pouvait pas être un rêve. Non, l'échange avec Jim, je ne pouvais pas l'avoir inventé. J'avais peur que tu sois parti. Je suis là. Les pompiers arrivent, faites-leur de la place. Je m'agrippais à cette bouteille de coca, comme à une bouée, comme pour ne pas replonger de l'autre côté. Laissez-les passer. La petite foule autour de nous s'est écartée. Olivia et ma sœur ont rapidement présenté la situation aux 3 agents, avant qu'ils rejoignent Jim à mon chevet, en ouvrant leur sac de secouriste. C'est votre père? Non, c'est mon... Vous avez mal quelque part, monsieur? Enfin, c'était mon père. Le pompier qui prenait ma tension a éclaté de rire. Il est encore vivant. Regardez, il respire. C'est pas ce que je voulais dire. C'était mon père quand j'étais petit. Jusqu'à mes 10 ans, quoi. Et puis un jour, mon vrai père... Enfin, c'est une longue histoire. Paul, comment est-ce que vous vous sentez? Donc là, nous venons de vivre une expérience de plusieurs heures de concentration. Et comment vous vous sentez? Eh ben, déjà, je suis content de ce qu'on a réalisé. Mais en même temps, voilà, je suis un peu fatigué. Je suis encore sous le coup du stress qui commence à tomber, quoi. Mais Et le stress, c'était le stress dû à quoi? Eh ben, l'enregistrement, en fait, le fait de savoir que ce que j'allais dire va être diffusé. J'avoue que j'étais assez nerveux et stressé avant de faire l'exercice de prise de parole et surtout d'être enregistré. Et non, maintenant, c'est passé et j'ai hâte d'entendre le résultat. La question, Alors la question, c'est comment vous vous sentez maintenant, dans votre corps, par exemple? Je suis toujours stressée. C'est quand je serai rentrée chez moi que ça va tout retomber. Mais là, je suis toujours stressée quand même. Il se manifeste comment, votre stress dans votre corps? Des tremblements, je bégaye, je trouve pas mes mots. Voilà. Martine, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer alors dans l'enregistrement? J'aurais pu perdre ma voix. Ça vous est déjà arrivé alors? Sous le choc de l'émotion, oui. Ah oui. C'est fatigant. Ah oui? Pourquoi c'est fatigant? Parce qu'il faut rester concentré. Et le traitement ne me permet pas de rester concentré bien longtemps. Il faut rester silencieux, il faut rester attentif, il faut rester présent et outre le médicament, il y a la pathologie, il y a le corps de manière générale. Quand on est dit ça entre guillemets, on a du mal à faire silence pendant là. Ça fait quoi? Ça fait 4 heures qu'on est dessus et 4 heures qu'on nous demande d'écouter les autres, qu'on nous demande de pas faire de bruit. C'est intense. Donc Louise, comment vous vous sentez maintenant? Fracassée comme dans les livres, je sens mes os, mon cœur et tout, dans mes chaussettes. Non, je rigole. En fait, je suis quand même épuisée parce que ça m'a demandé beaucoup de concentration, de prendre sur moi. Ça a impliqué un travail personnel, ça a impliqué d'être concentrée aux ateliers, ça a impliqué d'être concentrée. C'est très dur de tenir 2 heures concentrée, vraiment à ne pas être déboussolée ou perdue ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Mais c'était quand même un travail qui demandait de l'aisance et je crois que tout le monde dans l'ensemble l'avait. Et c'était aussi bien parce que on a pu travailler avec une personne qui écrit des livres et qui nous a conseillés. On travaille maintenant avec une personne qui parle à la radio, donc c'est encore mieux. Ça nous fait entrer dans le monde de la communication. En fait, ça nous permet de communiquer mieux entre nous.
L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité intersectorielle de soins alternatifs et de réhabilitation du centre hospitalier de Toulon, accompagnés par Marcus Malt, Virginie No, Jérémy Hardy, Béatrice Art, Guillaume Renoir et Véronique Morville. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait ta voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.